Bonjour, bonjour, aujourd'hui nouvel épisode où je vais vous sortir des objets historiques un peu étonnants que j'ai dénichés auprès de divers fabricants qui refont des objets d'époque et on va bien évidemment avoir toujours l'objet mystère à la fin. Je vous inviterai en commentaire à dire ce que c'est à votre avis. Vous allez voir que cette fois certains l'ont peut-être déjà vu. Alors pour commencer évidemment je vais reprendre l'objet mystère de la dernière fois, c'est cette os taillée comme ça. Vous êtes nombreux à avoir eu comment dirais-je, explications en commentaire, certains l'avaient évidemment. En fait, c'est un objet qui a été retrouvé dans un espace de cuisine au Moyen-Âge et les scientifiques s'accordent à dire que ce serait probablement pour enlever les trognons de pommes, voilà, puisque c'est à peu près la bonne forme, c'est à peu près la bonne taille. Donc pour l'instant, en tout cas, c'est l'hypothèse qui prévaut. Il y a une autre hypothèse qui est celle de pour carotter les fromages, voilà, c'est-à-dire que pour vérifier l'affinage des fromages, on fait une petite carotte comme ça, tac, on le met comme ça à l'intérieur et puis on sort et on regarde si le fromage est bien affiné. En réalité, là, les bords des os sont quand même assez épais, et enfin de l'os, c'est assez épais, et donc c'est l'hypothèse, la deuxième hypothèse, mais c'est pas celle qui est la plus suivie. Et la dernière hypothèse qui est la plus foireuse, il y a un moment, il faut dire les choses, les archéologues ont aussi parfois des hypothèses qui sont que eux font pour on sait jamais, ils les mettent de côté, on sait jamais un jour. Et en l'occurrence, leur autre hypothèse, c'est une espèce de cuillère pour nourrir soit les bébés, soit les personnes âgées qui pour forcer un petit peu l'entrée dans la bouche. Alors bon, comme c'est assez coupant un peu ici, je crois pas beaucoup à cette théorie, mais ma foi, ça fait partie de cette théorie. Donc voilà, ce serait plutôt quelque chose pour enlever les trognons de pommes, mais il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres explications. Donc, objet suivant. D'ailleurs, puisqu'on est dans les objets étonnants, c'est bientôt Noël et je suis sûr que vous êtes en train de vous creuser la tête pour trouver le bon cadeau pour votre famille. Ne cherchez plus, une fois de plus cette année, Holzkern, c'est votre solution. Vous le savez maintenant, c'est cette maison autrichienne de montres et bijoux faits avec des éléments naturels comme le bois, la pierre, les plumes, etc. Ça fait plusieurs Noëls que vous profitez de mon code promo Holzkern pour vos cadeaux, alors laissez-vous tenter encore cette année. Bon, je dis ça, mais je suis le premier à m'influencer moi-même puisque chaque année je fais aussi des cadeaux Holzkern pour mes proches. D'ailleurs, j'ai même rajouté un élément Holzkern à mon décor, à vous de le retrouver. Moi-même, je porte du Holzkern dans la vie de tous les jours. Je me suis mis à porter des montres depuis notre première sponsor ensemble il y a des années. Je commence d'ailleurs à en avoir une petite collection parce que je craque régulièrement sur un nouveau modèle magnifique. Je vais vous montrer ça. La nouvelle, celle qui vient d'arriver, c'est celle-ci. C'est le modèle Gifted en sodalite, une jolie pierre bleue et j'aime beaucoup ça. Chaque modèle est unique puisque chaque matériau naturel a des motifs uniques aussi. Ils sont à la fois élégants, originaux, soutiennent de belles causes humanitaires, utilisent des bois certifiés FSC pour lutter contre la déforestation. Et bah tout ça, c'est autant de raisons de choisir encore Holzkern pour vos cadeaux. Pour ce Noël, le code promo c'est tout simplement Icarius et avec ça vous avez 15% de réduction sur toute la boutique Holzkern, montres, bijoux et accessoires. Je vous mets le lien évidemment dans la description. En plus de ça, ils livrent vite pour que vos cadeaux arrivent à temps sous le sapin. Ils garantissent une livraison avant Noël pour toute commande passée avant le 20 décembre. Merci une nouvelle fois à Holzkern d'être le plus ancien partenaire de la chaîne et surtout le plus fiable. Nous, on retourne à nos objets étonnants avec quelque chose plutôt lié à la médecine. Donc objet médical cette fois, et je pense que c'est peut-être le plus bel objet de ma sélection. Vous voyez, c'est une sorte de... on a une partie vis comme ça qui tourne, et en face, ça s'ouvre. Voilà, c'est quelque chose, c'est vraiment spécifiquement lié au médical. Ce coup-ci, je vous spoile pas ce que les choses en titre, donc vous saurez pas forcément. Et voilà, c'est pas pour les glaçons. Ça ressemble vachement à une pince à glaçons. Je sais pas si vous avez connu ça, mais moi oui. Dans l'occurrence, non, c'est pour retirer les balles. C'est quelque chose qui date du XVIIIe siècle, donc on a ce système qui est quand même assez élégant. Donc le concept est très simple, vous voyez, on ouvre comme ça complètement. En vous parlant, je l'ai tourné, du coup c'est n'importe quoi. Donc on ferme complètement le truc, tac, tac, tac. Si la balle est restée coincée à l'intérieur, donc à l'époque les balles de fusil évidemment sont des balles rondes, donc vous rentrez ça, ensuite vous l'ouvrez, hop 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 hop, comme ça, tac, selon évidemment la taille de la balle, hop, vous récupérez la balle, hop, vous enfoncez le... enfin vous la saisissez comme ça, vous la coincez dans le petit, les petits tripattes là, et après, hop là, vous retirez la balle. Incroyable, non? Alors il en existe évidemment plein de modèles plus ou moins élégants. Celui-ci est une reproduction du XVIIIe siècle, il est absolument magnifique, et voilà, c'est un très 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 bel objet de, de médecine que j'aime beaucoup. C'est peut-être pas le plus sale, parce que celui d'après, vous allez voir qu'il est assez fantastique.
Alors de nos jours, c'est vrai que quand on veut faire des opérations, on a beaucoup de technologies, c'est la médecine, c'est voilà, vous savez à peu près à quoi ça ressemble, vous avez tous vu des séries sur la médecine évidemment, mais savoir que la médecine, c'est pas quelque chose qui date d'hier. Il y a déjà des choses qu'on sait faire dans l'histoire qui sont assez incroyables et c'est vrai que parfois parfois, il y a des choses où on se dit: «Bah, ça, ils n'avaient pas faire». Finalement, si, mais avec des méthodes que je qualifierais d'un petit peu, compliquées. Par exemple, si je vous sors le nouvel objet, on va essayer de pas casser le verre. Ce nouvel objet, c'est celui-ci. Donc vous voyez qu'on a une espèce de S comme ça. D'un côté, c'est rond, de l'autre, c'est un peu pointu, mais à chaque fois, on a des petites dents comme ça qui grippent vers l'intérieur, ce qui empêche vraiment le crochet de bouger comme ça. Donc c'est fait pour quelque chose de très particulier. Je vais pas garder le suspense très longtemps. Vous allez voir que c'est très drôle. Attention, accrochez-vous si vous êtes en train de manger. En fait, là, on a un objet qui date de la période moderne, exactement comme le précédent, et ça sert à redresser des crânes qui ont été enfoncés. En fait, à l'époque, on a tout à fait conscience que s'il y a une fracture au crâne, le crâne, l'os peut être un peu enfoncé, ça ne veut pas dire pour autant que la personne va mourir. Pour autant, il faut bien redresser le crâne, et pour ça, il n'y a pas 15 000 solutions, il y en a deux en réalité, ça c'est l'objet le plus simple, il y a un objet à vis qui existe, mais là en gros, on va aller coincer le... Oui, je ris parce que c'est un peu sale. On va aller coincer une des deux trucs sous la partie du crâne qui a été enfoncée comme ça, et après, on va tout simplement faire levier pour le remonter. C'était une sorte de petite biche à crâne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc clac, on va remettre le crâne au bon endroit et on va ressortir tout ça, on va panser la plaie, et la personne a des chances de s'en sortir. Il y a des traces archéologiques d'opérations qui ont été menées sur des crânes ou sur des cerveaux, et qui, notamment des trépanations, c'est-à-dire faire un trou dans le cerveau, un trou dans le crâne pour intervenir en dessous, qui, archéologiquement, on sait que ça fonctionne, on sait que ça a des résultats. Donc cet instrument, nous, évidemment, ça nous paraît être une approche de la médecine un petit peu simple, si vous voulez, mais pour autant, c'est très efficace et ça fonctionne. Alors il existe un autre modèle, comme je vous disais, qui est un peu plus évolué, où en fait c'est une sorte de tripode qu'on pose sur la tête, comme ça, avec toujours cette petite patte comme ça qui va clac s'enfoncer dans l'os qui a été, le crâne qui a été enfoncé, et il y a une espèce de vis au-dessus, comme une vis, et donc vous tournez la vis et ça va automatiquement remonter cette partie-là tout doucement jusqu'à ce que l'os soit en place. C'est évidemment un peu plus délicat que cet objet-là, mais je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un objet de médecine ancienne finalement, qui sert à faire des opérations extrêmement délicates, qui est efficace, mais qui effectivement pour nous, vu le regard qu'on a sur la médecine, nous paraît complètement fou. Voilà, sur ce, objet suivant. Alors, évidemment, il y a quelque chose qu'il faut que vous vous disiez dans l'histoire, c'est que généralement, les besoins des gens, historiquement parlant, sont les mêmes que les nôtres. Alors, ils n'ont pas forcément besoin d'internet ou d'électricité, même si ça leur aurait probablement été utile, mais ils ont besoin de se chauffer, ils ont besoin de s'habiller, ils ont besoin d'être propres, ils ont besoin, voilà, des besoins un peu basiques comme ça. C'est quelque chose qu'on retrouve à peu près à toutes les époques, dans toutes les sociétés, c'est très classique. Et dans les besoins, il y en a un qui est un peu particulier, et qui est représenté aujourd'hui par ce magnifique objet. Voilà, c'est une... on dirait une sorte de bouteille, mais vous voyez, il n'y a pas de trou ici, donc ce n'est pas une bouteille. Ça date du Moyen-Âge, ça date de... celle-ci, je crois que c'est un modèle du XIIIe siècle. Donc ça date du Moyen-Âge, et ça a une utilisation bien particulière, cette bouteille qui en réalité n'a pas de goulot, mais si je la retourne, vous allez beaucoup plus facilement deviner ce que c'est. Hop! En fait, il s'agit de tous ces instruments nécessaires à s'éclairer, et ici plus particulièrement, c'est une lanterne, et plus spécifiquement, c'est un peu ce qu'on pourrait comparer de nos jours à une lampe de poche. C'est-à-dire que vous tenez ça comme ça, et puis vous pouvez diriger le faisceau, qui est avec la bougie qui est juste ici, vous pouvez, donc vous allumez la bougie évidemment, et après vous dirigez votre faisceau, et ça vous fait une lumière là où vous dirigez l'ouverture. Et ce qui est vachement bien, c'est que vous avez les parois qui sont en céramique, là, qui sont assez claires, donc la céramique c'est de la terre, hein, qui sont assez claires, et ben ça reflète la lumière, donc ça fait plus de lumière, contrairement à une lanterne classique qui est ouverte un petit peu de tous les côtés, et qui va éclairer de tous les côtés. Là vraiment, on va renvoyer toute la lumière du même côté, c'est pour ça que c'est assez efficace. Enfin, j'ai envie de vous dire que le meilleur moyen pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est d'éteindre les lumières et de vous montrer. Bon, on va pas se mentir, la vidéo éclairée uniquement à la lanterne, c'est peut-être pas fou, mais je peux essayer d'éclairer un peu le décor derrière. On va voir si ça fonctionne à l'image, en tout cas, si l'image prend, prend la lumière.
Mais regardez, vous voyez? Hop là! Alors je vais vous faire une petite différence. Genre là, j'éclaire pas le décor. Là, j'éclaire le décor avec la lanterne. Donc voilà, on peut aller se balader, voir des trucs. Bon, je suis désolé pour la qualité, hein, évidemment, un appareil, une caméra, elle aime pas trop quand on tourne dans le noir comme ça, mais vous voyez que ça fonctionne. Là, par exemple, si je la tourne d'un autre côté, hop! Voilà. Et en fait, c'est parce que ça éclaire par là. C'est fou, non? Je trouve ça incroyable. Bon, bref, voilà. c'est une lampe torche, quoi, le principe d'une lampe torche. Putain, on pourrait faire des visites de château la nuit, comme ça. Avec, je vous ferai croire qu'il y a des fantômes. Bonjour, je suis en train actuellement de visiter le château de la Reine Rouge. Et il se passe des choses incroyables ici. J'ai l'impression d'entendre du bruit. C'était quoi ça? Voilà, ce genre de truc, quoi. Bref, allez, on rallume la lumière. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est quand même assez efficace. Alors c'est assez efficace, ça reste une bougie, mais ma foi, on y voit très bien, on y voit mieux en tout cas que dans le noir, ça c'est sûr. Et comme quoi, nos ancêtres ont quand même un petit côté un peu ingénieux pour trouver des solutions sans électricité, sans rien, avec simplement de la physique, un peu de terre et une bougie, ça fonctionne extrêmement bien. Alors ça chauffe un petit peu au-dessus là, mais ma foi, c'est assez négligeable, donc on peut s'en servir assez longtemps. Et il y a pas mal, il y a des illustrations en tout cas qui montrent cette lanterne. Je vous les mets, ou je vous l'ai déjà, peut-être que je sais pas ce que je fais au montage, donc soit je vous les mets maintenant, soit je vous l'ai déjà mise avant, mais en tout cas, je vous montre les illustrations, vous voyez que c'est exactement le même objet. Et voilà, c'est notre lanterne. Sur ce, objet suivant, avant de passer à l'objet surprise. Salut, c'est le Thibaut du montage. Il y a eu un petit changement sur cet objet parce qu'en fait, j'en ai parlé à mon ami Nat Dosrace, donc l'explorateur de l'histoire, qui a une chaîne YouTube et qui est doctorant en histoire médiévale, spécialisé dans le matériel historique. Et je lui disais, avec cette fameuse lanterne, est-ce que tu as des images? Parce que j'avais des images en tête, des enluminures et tout, et j'arrivais plus à retrouver les rêves, donc je lui demandais les rêves pour que ça aille plus vite pour le montage. Donc on cherche tous les deux des images et tout, et là on se dit, mais est-ce que c'est toujours une bougie qui est à l'intérieur? Parce qu'en regardant les images, on se rend compte que c'est pas toujours une bougie qui est à l'intérieur, on voit pas la bougie en tout cas. Et en cherchant un peu plus comme ça pendant des heures, on s'est rendu compte qu'il y avait deux types de lanternes en céramique comme ça. Celle comme la mienne avec un rebord qui est pas très haut et qui permet justement peut-être de mettre une bougie. Là-dessus, il n'y a pas de problème, on a des représentations avec la bougie. Mais on en a avec des rebords beaucoup plus hauts comme ça et où on ne voit pas de bougie, où c'est juste une mèche. Je vous mets un exemple, je vais vous le mettre là. Là, j'ai la place là. Voilà, je vous mets un exemple là. Vous voyez que là, on voit juste une mèche, on voit pas du tout une bougie. Et donc, il y a des chances que si le rebord était plus épais, en fait, à l'intérieur, vous aviez une sorte d'huile ou une sorte de suif, c'est-à-dire de la graisse animale avec une mèche. Et donc, c'est une espèce de lampe torche à huile, si vous voulez. Donc, assez incroyable. On s'en rendait pas du tout compte avant parce qu'on pensait qu'il y avait que des bougies à l'intérieur. Et vous voyez qu'en faisant une vidéo, en cherchant les images, en cherchant les sources, en discutant avec Nat qui connaît bien le sujet, et ben on s'est rendu compte tous les deux que peut-être notre vision de l'objet, il y avait encore plus de complexité que ce qu'on pensait. Comme quoi, je vous le dis souvent, l'histoire est vivante, la recherche avance, et je suis super content de pouvoir vous partager ça. Voilà, c'est tout. Je rends la parole au Thibaut de la vidéo qui était dans ce fauteuil. Et voilà. Alors, pour vous parler de l'objet suivant, il va falloir absolument que je termine ce verre. Parce que l'objet suivant, c'est ce verre avec lequel je bois depuis le tout début de la vidéo. J'aime beaucoup ce verre, vraiment, on dirait un énorme verre à moutarde, honnêtement, en termes de forme, en termes de taille, en termes de dimension. Ça, vous avez de la moutarde dedans, vous finissez la moutarde, vous avez un verre, c'est génial. C'est pas du tout ça. Celui-ci date du Xe siècle, et il a des très très beaux motifs dessus, d'oiseaux, de papillons également, qui sont gravés dans le verre. Alors c'est du verre, hein, c'est du verre transparent, et j'aime beaucoup ce verre. Pourquoi j'aime beaucoup ce verre? Les motifs ici sont caractéristiques de l'art oriental, moyen-oriental du Xe siècle. Donc la zone un petit peu, je sais plus, je crois que c'est syrien là, soit c'est égyptien, soit c'est syrien, j'ai un doute, mais vous voyez, c'est toute cette zone du Moyen-Orient ici, qui plus tard va être le théâtre des croisades évidemment. Donc voilà, on a des motifs qui sont typiques de cette période, typiques de l'art de ce coin-là, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce verre. Il y a un truc que je vous ai pas dit, si j'aime beaucoup ce verre, c'est pas juste parce que c'est un très très bel exemple de l'art moyen-oriental de cette période-là. Ce qui est important, c'est l'endroit où il a été retrouvé, parce qu'en fait, il n'a pas du tout été retrouvé au Moyen-Orient, il a été retrouvé à Birka, c'est-à-dire en Scandinavie. C'est un verre qui a été retrouvé dans une ville viking, voilà, une ville scandinave médiévale,
et alors qu'il a des motifs et une construction qui est tout à fait moyen-orientale. Et j'adore ce verre pour ça, parce qu'en fait, il a l'air de rien, comme si on dirait un vieux verre à moutarde, mais en réalité, c'est un témoin assez incroyable des échanges commerciaux qu'il pouvait y avoir entre les peuples moyen-orientaux, donc Syrie, Égypte, Iran, Irak, etc., et les Vikings, donc c'est-à-dire complètement à l'autre bout du monde un peu à l'époque, et je trouve ça assez fantastique qu'un si petit objet raconte une histoire aussi incroyable et qu'il ait fait un voyage aussi important, et c'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ça. Parce que l'histoire, parfois, c'est pas des objets absolument spectaculaires, des armes, des choses comme ça. Parfois, c'est juste un verre comme ça qui peut vous raconter une histoire qui est absolument dingue. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup celui-ci et que j'avais envie de vous en parler. Voilà. Sur ce, on passe au dernier objet. Et cette fois-ci, c'est l'objet mystère. Donc, je vous laisse mettre en commentaire votre hypothèse, à quoi ça sert. Évidemment, moi, j'ai la réponse à donner à cette question. Mais voilà. Il s'agit de cet objet. Je sais que c'est un peu un running gag pour les archéologues, c'est un peu un running gag pour les passionnés d'histoire et pour les scientifiques. C'est un objet romain, voilà, donc c'est un objet de l'Antiquité, c'est un objet romain, c'est un dodécaèdre, on appelle ça comme ça. On en a retrouvé de plusieurs tailles, mais toujours construit à peu près de la même façon. Donc vous voyez que c'est un dodécaèdre, littéralement, c'est la forme géométrique. Et donc il y a des trous, il y a des espèces de petites boules comme ça partout. Et il y a des trous qui sont de plus ou moins grande taille. On distingue à peu près 3-4 types tailles de trous différents. Donc sur chacune des faces, il y a un trou. Certains, je peux y passer le doigt sans aucun problème, vous voyez. D'autres, c'est très compliqué et d'autres, j'essaye même pas. Voilà, donc c'est notre objet mystère du jour, le fameux dodécaèdre romain. Je dis fameux parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui auront déjà la blague dans les commentaires. Ceux qui ne savent pas, n'hésitez pas. Quelle est votre hypothèse sur ce truc-là? Voilà, je vous donne absolument aucun indice supplémentaire parce que voilà, vous verrez bien. Donc je vous laisse me mettre ça en commentaire et voilà. Aujourd'hui, c'est la fin de ce petit tour d'objets un peu exceptionnel. À chaque fois, 2 fois par an, il y a le marché de l'histoire qui se trouve à Compiègne, qui est un marché d'artisans qui refont des objets historiques. À chaque fois que je vais là-bas, je ramène des choses pour la chaîne. Je ramène également ces petits objets comme ça à vous présenter parce que je trouve ça fascinant d'avoir des témoins de l'histoire, comme je disais, qui sont pas forcément aussi spectaculaires que l'armement dont je peux parler parfois aussi. Et voilà, ça un petit peu ça ouvre l'esprit, ça fait découvrir des choses plutôt chouettes. Donc voilà, donc ça aura lieu 2 fois par an. J'espère que ce petit format vous plaît. En tout cas, le premier avait eu beaucoup de succès. Donc c'est pour ça que j'en fais un deuxième et qu'on en fera probablement d'autres. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo que je fais là un peu en détente avec une nouvelle tentative d'éclairage. J'espère que ce ne sera pas foireux quand je ferai le montage. Mais voilà, j'essaie des petites choses en ce moment, de nouvelles mises en scène de lumière. Et puis voilà, merci d'avoir suivi ça. On se retrouve très rapidement pour un nouveau sujet. D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo parce que ça fait connaître la chaîne. Et moi, ça me permet de continuer à travailler et vous acheter des objets comme ça pour pouvoir vous les montrer et vous les faire découvrir. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, évidemment, n'oubliez pas que l'histoire est vivante. Bon, il est allé à Dublin, à la Nouvelle-Orléans, mais visiblement, il n'est pas là non plus.